Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 7 avril dans laquelle nous évoquerons la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Ce mardi, le Conseil régional a refusé d'agir en nullité contre le pacte d'actionnaires. Elle étudie le cerveau des abeilles pour mieux connaître le fonctionnement du nôtre. Ces travaux viennent d'être récompensés. Portrait d'une chercheuse au CNRS à l'université Paul Sabatier. Enfin, des conseils aux noctambules pour réduire les risques la nuit. C'est le propos de ce nouveau guide à Toulouse. Toulouse en mode nuit, sorti aujourd'hui. La privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac était en question ce mardi au Conseil régional à la demande du collectif contre la vente de l'aéroport. Les élus régionaux ont décidé de ne pas saisir la justice sur la validité du pacte d'actionnaires conclu entre l'État et un consortium majoritairement chinois. Je vous rappelle que fin 2014, les Chinois ont acquis des parts de l'État, soit 49,99% du capital de la société d'exploitation de l'aéroport de Toulouse. Les détails avec Jérôme Bolloc. À la question « Le pacte d'actionnaires peut-il nuire aux intérêts de la région ?», Martin Malvy a clairement répondu non ce matin. Selon lui, le conseil régional ne pourrait en aucun cas être entraîné dans une mauvaise spirale en cas de gestion défaillante du consortium. Non, nous n'allons pas, nous, devant les tribunaux, parce que nous estimons que la région n'a pas intérêt à agir, ni, je le répète, pour ce qui est de l'augmentation du capital, il n'y a pas de risque, ni pour d'éventuelles mauvaises affaires de la société, il n'y a pas de risque, ni pour les investissements nouveaux, il n'y a pas de risque. À partir de là, si nous allons devant le tribunal, il va nous répondre, nous dégoûter en nous répondant « vous n'avez pas d'intérêt à agir ». Je pense que nous aurons demain, en tant que collectivité, davantage de pouvoir dans la nouvelle société que nous n'en avions dans l'ancienne. Alors je ne veux pas entrer dans le détail, mais minorité de blocage, majorité qualifiée, ont de garanties qui nous sont apportées. Pour Martin Malvy, pas de dépenses supplémentaires et pas de risques environnementaux. Le contraire pour Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Ça coûtera nécessairement cher à la collectivité dans la mesure où, de toute manière, le Symbiose a prévu dans son projet industriel d'augmenter le trafic aérien de 2,9% par an jusqu'en 2046. Faites le calcul vous-même. Donc, ça suppose une augmentation terrible du trafic aérien et ça suppose aussi des dépenses nouvelles en termes d'infrastructures routières, d'aménagement du territoire, de lutte contre les pollutions atmosphériques. Donc, quoi qu'en dise le président Malvy, inévitablement les collectivités locales vont devoir mettre la main à la poche. Il faudra qu'on m'explique comment, en faisant arriver 3 fois plus de passagers, on ne puisse pas avoir un impact environnemental. C'est un non-sens. Alors on est quand même un peu déçus parce qu'on pensait que l'aspect sanitaire, environnemental serait quand même beaucoup plus défendu par le Conseil régional qu'il ne l'a été aujourd'hui. On est quand même étonné que le président ait pu dire qu'il avait des garanties et qu'on ne les a pas. Il y aurait des garanties écrites, on ne les a pas. Jeudi, l'Assemblée de Toulouse Métropole aura à répondre à cette même question de validité du pacte d'actionnaires. En cas de réponse similaire, le collectif contre la privatisation de l'aéroport compte se substituer aux collectivités locales et plaider devant le tribunal administratif de Toulouse. Et toujours à propos de l'aéroport, sachez que des perturbations du trafic aérien sont à prévoir demain et jeudi sur tout le territoire en raison d'une grève des contrôleurs aériens. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies d'annuler 40% de leurs vols en raison de ce mouvement. Le premier syndicat de la profession réclame des négociations sur l'organisation du travail des aiguilleurs du ciel. Récemment, les syndicats d'Airbus ont retoqué l'idée de la direction de vouloir faire travailler les cadres plus longtemps au sein de l'entreprise. Les syndicats ont justifié leur refus en expliquant qu'il n'y avait aucune nécessité économique à appliquer une telle décision sur le temps de travail au vu des très bons chiffres de l'année 2014 et des prévisions 2015. On écoute un extrait du débat animé par Jean-Marc Lucas qui sera diffusé ce soir à 19h15 et 22h15. On n'a jamais refusé dans l'entreprise de négocier sur tous les sujets autour desquels la direction voulait nous amener à discuter. Ceci dit, il faut que les discussions s'ancrent dans la réalité de l'entreprise. Or, aujourd'hui, nous amener à négocier sur l'augmentation du temps de travail de façon uniforme dans l'ensemble du groupe Airbus,
autant dans les hélicoptères que dans les missiles, la défense ou dans les avions, ça ne nous paraissait pas très cohérent. Mais vous ne travaillez pas assez, c'est ça? Mais l'idée, c'est quoi? Vous êtes à 211 jours? Je pense qu'on travaille tous beaucoup dans le groupe, dans toutes les divisions, mais que les situations sont disparates. Il y a moins d'activités aujourd'hui dans les secteurs de la défense, il y en a plus dans le secteur des hélicoptères et dans l'aéronautique civile. Néanmoins, à l'intérieur même des activités, il y a moins de travail dans l'engineering, il y en a plus dans la production. Alors décider que de façon uniforme on va faire travailler et unilatérale on va faire travailler tous les cadres de la même façon et en augmentation, ça repose plus sur le dogme que sur la réalité. Et nous, ce dogme de la compétitivité à tout crin qui doit toujours faire aller les salariés vers plus de flexibilité, plus de productivité, eh bien, on n'est pas pour. C'est la seule Française à avoir été récompensée cette année par la fondation L'Oréal l'UNESCO qui encourage les chercheuses. Le docteur Aurore Avargues-Weber est chercheuse en neurosciences cognitives au CNRS à l'université Paul Sabatier. Ses travaux sur les abeilles doivent permettre d'élargir nos connaissances sur nos propres cerveaux. Sophie Voinis l'a rencontrée. On connaissait le langage abstrait des abeilles découvert en 1910 par le zoologiste autrichien Karl von Frisch. Aurore, elle, s'est rendue compte que l'abeille est particulièrement intelligente dans sa capacité de raisonnement. Elle fait même du raisonnement analogique. Explication. Elles sont capables d'analyser les relations entre les éléments ou les objets ou les événements, par exemple comme avant, après, au-dessus, en dessous, ou de compter 2, 3, 4 objets. Si nous, on leur propose une image, n'importe laquelle, et qu'on met du sucre dessus, pour elle c'est une fleur particulière, et donc elle va se rappeler les caractéristiques de cette fleur, de cette image, et quand elle revient, le coup d'après, on peut lui proposer un choix entre différentes images, et naturellement, elle va aller sur celle qu'elle a apprise. Il s'agit là d'une capacité qui est à la base de l'intelligence humaine et que l'on croyait réservée aux grands singes ou aux dauphins. Cette capacité permet par exemple de faire des maths ou de se projeter dans le temps, de se rappeler des événements passés et de les organiser. Un concept qui met plusieurs années à émerger chez l'enfant avec l'aide de mots. L'abeille, elle, y parvient en seulement 2 heures. Alors comment fait-elle? Aurore émet déjà 2 hypothèses. Soit au cours de l'évolution, tout simplement comme elle a une contrainte de taille énorme par rapport à nous, qu'elle aurait trouvé une méthode différente pour réaliser ces tâches-là, complètement différente de la nôtre et beaucoup plus efficace nécessairement, mais peut-être avec une perte en termes de quantité d'informations qu'elle peut traiter. Peut-être que tout simplement elle réutilise les mêmes structures, donc les mêmes neurones vont être utilisés pour toutes ces tâches-là, donc je l'entraîne un jour à utiliser la relation au-dessus, par exemple, peut-être qu'elle va donc utiliser toute la zone de son cerveau dédiée à ça pour cette relation-là, et que le lendemain, elle va réutiliser les mêmes neurones pour autre chose, c'est possible. On n'a pas de réponse pour l'instant. Et c'est tout l'objet de la suite des travaux d'Aurore qui, grâce au prix qu'elle vient d'obtenir et les 15 000 € de dotation qui vont avec, va pouvoir maintenant étudier le fonctionnement du cerveau des abeilles et repérer, comme lors d'un IRM chez l'homme, quelles sont les zones activées pendant telle ou telle tâche. Voilà qui fait déjà frémir et trépigner d'impatience les chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui rêvent aujourd'hui de retranscrire les méthodes de travail des abeilles en micro-informatique. Ce matin, Aurore nous confiait qu'elle est chaque jour un peu plus étonnée par l'intelligence de ces petites demoiselles. Elle a beau repousser les limites des exercices de plus en plus loin, les abeilles sont à chaque fois toujours plus surprenantes. Que l'on ait 18, 40 ou 50 ans, il est toujours bon d'avoir des conseils pratiques et civiques ou des piqûres de rappel quand on fait la fête la nuit à Toulouse. Des conseils qu'on peut trouver dans ce guide sorti aujourd'hui, Toulouse en mode nuit, ou comment prévenir et réduire les risques la nuit. Présentation avec son créateur, le maire de la nuit. Christophe Vidal, c'est le maire de la nuit de Toulouse depuis 1 an et demi. Maire élu par des internautes qui défend les intérêts des acteurs de la nuit, professionnels comme citoyens. Il fait le lien avec les institutions et a milité notamment pour l'ouverture du métro le week-end jusqu'à 3 h du matin. Aujourd'hui, il s'est entouré de partenaires pour réunir les 50 000 € nécessaires à la sortie de ce guide Toulouse en mode nuit. Un concentré d'informations nécessaires à la prévention des risques dans les domaines de l'alcool, la drogue, la sexualité, le handicap ou encore le travail. Le postulat, c'est de dire que de toute façon, il y a de la consommation à Toulouse. Voilà. À partir de là, comment véhiculer des messages qui vont être reçus? Si la préfecture l'avait fait ou si la municipalité l'avait fait,
ça aurait été reçu d'une manière institutionnelle et donc pas reçu par les jeunes. Le fait est que le fait d'être maire de la nuit de Toulouse et d'être président de cette association Toulouse Nocturne, quelque part c'est fédérateur. Il y a un traitement à la fois iconographique, c'est-à-dire des illustrations, des dessins un peu à la Plantu mordant de notre illustrateur Halim, donc qui sont assez croquants. Nous avons aussi un traitement très ludique dans l'information, très simple. C'est tu te trouves dans la nuit dans une situation d'urgence, tu as une question, on y répond. Des associations comme ACT UP, ARPA, de la prévention routière y ont glissé quelques conseils et autres piqûres de rappel. La sexualité ne concerne pas que la pénétration, mais aussi d'autres pratiques. Voilà, tout ce qu'on peut appeler communément préliminaire, que nous on évite d'appeler préliminaire parce que la sexualité n'est pas basée autour de la pénétration uniquement. Mais voilà, que c'est le préservatif, qu'il soit dit interne ou féminin ou masculin et externe, mais aussi le carré de latex pour tout ce qui est rapport oraux. Le guide permet également de sensibiliser les noctambules au respect des riverains, notamment place Saint-Pierre. Là encore récemment, des gens qui tapent dans les portes à coups de pied, qui essaient de rentrer de force dans une maison à 3 h du matin, bon, qui réveillent les gens qui dorment là et qui vont se réveiller à 7 h pour aller au travail. Ça, c'est des choses qu'il faut arriver à endiguer. Il faut arriver à ce que les gens se comportent autrement. Et le guide de M. Vidal va tout à fait dans ce sens, puisqu'il donne des clés par rapport à ce comportement nocturne. Édité à 100 000 exemplaires, Toulouse en mode nuit sera également diffusé dès la rentrée universitaire 2015 et a vocation à être démultiplié dans d'autres villes comme à Montpellier. On y fait la fête de jour comme de nuit. Le festival Rio Loco fêtera cette année ses 20 ans. Au programme, une invitation au voyage sur plusieurs continents, une partie de la programmation consacrée à l'Occitanie et un budget quelque peu réduit. Économie oblige. L'entrée passera d'ailleurs de 5 à 6 €, mais le package restera au même prix, soit 20 €. On écoute le directeur artistique du festival, Hervé Bordier, au micro de Margot Tokajevic. Il y a 4 journées, donc la première est liée autour de l'Europe, intitulée Europa, la deuxième sur les Amériques, America, la troisième Africa, et la dernière, c'est là aussi, c'est une espèce de miroir de l'Occitanie d'aujourd'hui, donc c'est ce qui clôturera le festival sur la prairie des filtres. Le premier jour c'est Goran Bregovic, parce qu'avec Stéphane Escher, le deuxième c'est plutôt des jeunes groupes, puisqu'il y a Bombay Stello, il y a Biorhythmo qui est un groupe de salsa de Porto Rico, et qui vivent à Richmond en Virginie. Le surlendemain, il y a Hugues Massakela le vendredi pour l'Afrique, d'Afrique du Sud, grand artiste. Et puis la dernière soirée occitane, il y a tout le monde, les Massilia Sound System, les Dupin, les Lorcor de la Plana. Tous les grands groupes de musique occitane seront présents. Et justement, on termine avec l'une des têtes d'affiche de ce festival, le groupe marseillais de reggae Massilia Sound System, qui jouera à la Prairie des Filtres le samedi 20 juin à 22 h 30. Musique festive pour célébrer un autre anniversaire aujourd'hui, celui de votre chaîne locale. 27 ans déjà que TLT vous accompagne tous les jours sur le petit écran. TLT qui connaît des difficultés financières et dont le sort devrait être fixé fin mai par le tribunal de commerce. Restons optimistes, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TLT. Relâcher son attention, j'ai pris en votre terme sans refuser la pression. L'itinéraire d'une fille, l'itinéraire d'un garçon, de sauver sa commande et l'obligation d'interdiction. Les certificats, les brevets, tous les diplômes avec mention, eux seuls ne suffisent pas à former les générations. Être à l'affût des sensations.